démocratie, pour le bien-être, pour un Burkina nouveau. Et donc, ça a été lancé à l'initiative d'abord par des artistes, Sam Skaismo, qui ne sont peut-être pas là ce soir, mais aussi par d'autres organisations de la société civile qui ont soutenu le mouvement. Et donc, c'était un mouvement d'artistes. Il y a eu des avocats, il y a eu des étudiants comme nous autres, il y a eu des mécaniciens, des ouvriers et des journalistes en plus. Voilà. Et depuis le 25 août 2013, le mouvement a été lancé officiellement à la place de la Révolution et a commencé à gravir certaines marches et à organiser certaines activités qui prenaient une autre ampleur que celles qui avaient lieu ou qui avaient cours sans l'existence du mouvement en lui-même. Il y a eu quelques petites victoires qui ont été obtenues ça et là. Le mouvement, comme il a dit, c'est une conjonction, mais c'est aussi la déception de naître en fait, de certains mouvements, comme le collectif contre l'impunité, qui avait été créé tout juste après l'assassinaat des journalistes Norbert Zongo. Nous tous nous étions engagés dans le collectif, en tant que jeunes militants, étudiants, pour la plupart. Maintenant, à un certain moment donné, on s'est rendu compte que le mouvement s'essoufflait. Au lieu de demander tout de suite et maintenant, peut-être la chute du régime, les gens se sont dit non, nous ne sommes pas politiques. Alors on veut juste la vérité, la justice pour Norbert Zongo. Alors que nous, on savait pertinemment, et tout le monde le savait, tant que le régime est là, il n'y aura jamais vérité ni justice pour Norbert. Donc bon, on s'était mis dans les critiques, dans les contestations des responsables des divisions du collectif. Mais à un certain moment donné, on s'est dit, mais pourquoi nous ne pouvons pas, au lieu de s'arrêter aux critiques là, nous engager activement dans l'espace public pour changer. En fait, on a été rodé plus ou moins dans certaines luttes aussi. Voilà, dès le jeune âge peut-être, aux lycéens ou étudiants. Et d'autres aussi, en fait, parce qu'on n'apprenait pas à lutter. Parce que vous prenez le cas de Maître Kam, il était déjà le premier responsable du syndicat des magistrats. Et à un moment donné, il a claqué la porte, il est sorti de la magistrature pour être avocat. Vous prenez les artistes, ils étaient déjà engagés depuis longtemps, depuis une dizaine d'années. Sinon une vingtaine d'années. Sam Skalidia avec ses émissions. Smokey, à travers son rap. Vous prenez des journalistes. Bon, moi j'ai commencé à l'événement à l'indépendant. Donc le journal de Norbert Zongo après l'événement, avant d'aller créer avec d'autres camarades de consultation. Donc, les gens étaient déjà engagés. Vous prenez Basic Shoot, c'est pareil. C'est le premier rappeur du Burkina Faso. En réalité, il y a eu une conjonction d'événements. Mais n'oublions pas qu'il y a eu quand même un déclic en 2011. Mutinerie d'une partie de l'armée. Et le ras-le-bol est monté à son paroxysme. Et même les commerçants qui n'ont jamais contesté Blaise Compaoré se sont pris au symbole de l'État. Et vers la fin de l'année 2011, je pense qu'il y a eu un mouvement déjà Blaise dégage. C'était le premier mouvement d'envergure. Malheureusement, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Ça s'est passé à la place de la Révolution. Je pense que c'est vraiment parti de là. C'est là-bas que le noyau s'est mis en place, notamment autour de Sam Skaismo. Les réflexions sont poursuivies au centre de presse Norbert Zongo. Mais concrètement, 2013, ça correspond, on va dire, au lancement de l'initiative de mettre en place le Sénat. Et ça, on avait compris que c'était une façon subtile de modifier l'article 37 sans passer par un référendum. Voilà, je pense qu'en ce moment-là, tout était clair qu'il fallait jeter toutes les forces dans la bataille. Après ces événements de 2011, il y a eu 2012, 2013, 2012. Même l'échiquier politique change parce qu'on voit en fait la montée en puissance du clan, du petit frère du président. Donc tout le monde a compris que soit c'est pour faire le référendum et Blaise continue, soit c'est pour passer le pouvoir à son petit frère. À partir de ce moment-là, tous ceux qui étaient engagés à quelque niveau, dans quelque organisation que ce soit, ont compris que soit on sort des sentiers battus, on se met ensemble et on avance plus vite, ben soit on reste comme on était et on sait ce qui va se passer dans 1-2 ans. Et donc à partir de ce moment, 2013 était vraiment l'année qu'il ne fallait pas rater. Il n'y a pas que 2011 aussi, il y avait le printemps arabe. Oui, le printemps arabe également, ça a influencé beaucoup l'Afrique.
Parce qu'il y a eu les Arabes qui ont fait chasser des dictateurs, on a compris que c'était possible, mais en même temps on se disait ça c'est l'Afrique blanche, est-ce que l'Afrique noire pourrait? Et en même temps le Sénégal est rentré dans la danse. Ils ont réussi à transformer avec le mouvement Yanama. Il faut qu'on le dise, ces gars nous ont beaucoup aussi influencés. On s'est rendu compte que nos camarades du Sénégal voisin ont réussi à travers des artistes à se mobiliser, à créer une société civile, à et à remplacer un président qui était là, qui voulait rester. Donc on s'est dit, si au niveau des Arabes ils ont réussi à le faire, et au niveau des Sénégalais, nous à notre niveau on peut le faire. Et quand on se rend compte au niveau en 2011, lorsqu'il y a eu le mouvement qui est parti de la mort de l'élève Justin Zongo à Koudougou, on est parti dans ce élan et on se disait qu'on pouvait également nous aussi faire notre printemps. Malheureusement, les militaires sont entrés dans la danse et devenu un peu bizarre. Et je pense que toute cette suite au niveau international et national nous a permis de dire que si nous ne prenons pas notre destin en main, je pense que les autres l'ont fait. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens l'ont fait, les Sénégalais l'ont fait. Pourquoi pas nous? Je pense que ça aussi joue. Moi, je pense que déjà, après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, et le mouvement qui s'en est suivi, qui avait un slogan tout est prouvé que désormais on ne pouvait plus tuer impunément, a fini de convaincre les gens que voilà, la paix ne servait à rien, qu'il fallait se mobiliser. Donc de 1998 à 2014, il y a eu cette forme, du moins, cette petit espace de liberté d'expression que les gens ont arraché au pouvoir, ce qui faisait que naturellement la paix se dissipait et les gens prenaient le courage de surmonter tout ce que le pouvoir pouvait présenter comme répression probable. Et donc, forcément, en 2014, quand on se retrouve, en 2013, quand on se retrouve, les questions de peur et autres n'ont plus de sens. Quand on sait déjà que ce pouvoir n'entend que le rapport de force sur le terrain. Et tout acquis qu'on a eu sous ce régime de la 4e République, là, ce sont des acquis qui se sont arrachés. Et donc, en tant que jeunes, on a compris qu'il n'y avait autre chose qu'à faire, c'était d'aller arracher ce rapport de force-là sur le terrain auprès des populations et opposer un refus vraiment catégorique à toute vérité de ce pouvoir-là, de rester pendant longtemps encore. Donc, la question des peurs, notamment, forcément, au début, elle peut être là, la peur, mais bon, finalement, on s'est dit, il faut aller, on va pas. Et est-ce que, selon vous, la situation a été présentée correctement, notamment par les médias? Comment avez-vous ressenti la couverture de l'événement, vous qui étiez à son origine et en interne, vu par l'extérieur? Mais pardon, on a senti que la presse était intéressée, les médias étaient intéressés. Non, c'est intéressant, c'est sûr. Mais c'est surtout la manière dont ça a été. Moi, j'étais en Suisse, j'ai vu à la télévision, j'ai écouté certains médias qui parlaient de cette affaire du Burkina. J'avoue que j'ai dû appeler certains, ceux que je pouvais encore appeler, pour demander qu'est-ce qui se passe. Les rapports entre le balai citoyen et les militaires, là, c'est quoi? Parce que pour moi, c'était déformé. Et effectivement, quand j'ai eu certains, ce qu'ils m'ont dit, ce n'était pas ce que j'entendais à l'extérieur. Donc, il y a eu des choses qui ont été dites à ce moment-là, parce qu'on parlait tellement du balai citoyen, et après, c'était les militaires, les rapports entre les deux, et on a présenté ça autrement. Au niveau du rendu de l'information, il y avait des choses que nous, étant à l'intérieur, on savait que ce n'était pas comme ça. Mais on comprenait plus ou moins, parce qu'en réalité, tout le monde regardait ce qui se passait, mais naturellement, personne ne pouvait savoir comment et pourquoi ça se passait. Et il faut reconnaître que dès que le 31, on est arrivé à cette situation-là, il y a eu beaucoup de forces qui sont rentrées en ligne de compte en ce moment-là et qui avaient l'avantage de pouvoir donner des informations et des fausses informations parce qu'ils n'étaient pas dans l'action. Donc du coup, en fait, la presse, qu'elle soit nationale ou internationale, n'avait pas la réalité de l'information parce qu'elle était quasiment inaccessible. Oui, absolument. Voilà. Donc à un certain moment, effectivement, il a fallu donc pour nous communiquer, mais rapidement, et la presse, que ce soit nationale, a pu rétablir. Bon, rien qu'aujourd'hui, j'écoutais une vieille émission que je n'avais pas écoutée, et donc ils expliquaient, oui, certainement, les acteurs ont dû préserver l'essentiel, la sécurité du pays, en acceptant à contre-cœur des gens qui émanaient de je dis, ah tiens, il y avait eu ça aussi. Donc c'est pour dire que bon, au début il y avait eu ça, mais on comprenait d'une certaine manière parce que
il fallait être à l'intérieur pour savoir comment les choses se passaient. Et donc, les gens, quand ils étaient à l'intérieur, ce qui se passait, aider en cela ou contraindre en cela par les forces occultes qui les incitaient, induisaient en erreur, ben, l'information, à un certain moment, a été dénaturée. L'information n'a pas été très bien traitée dès le départ parce que sur le plan international, même à côté de nous en Côte d'Ivoire, l'opinion publique avait on va dire, une vision déformée de ce qui se passait au Burkina parce qu'on prenait Blaise Compaoré pour quand même un démocrate, quelqu'un qui a développé son pays, quelqu'un qui s'investit pour que la paix revienne dans les pays. Et donc, les premiers moments, l'information, quand on avait le temps, les écouter à RFI ou bien sur France 24, c'était pas vraiment ce qui se passait sur le terrain. Et même quand Blaise est parti précipitamment, là encore, ça a été une surprise tellement générale qu'on voyait sur les plateaux de France 24, de TV5, des pseudo-spécialistes venus ce soir qui ne comprenaient rien du tout. Et c'est au fil du temps que petit à petit, les choses ont commencé à se rétablir. J'ai dit, on voyait même des Burkinabés, mais qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait, parlaient de choses qu'ils ne comprenaient pas ou du tout. Même à ce niveau, il y a eu aussi un effort de ces médias également de nous approcher. C'est vrai qu'il y avait un flou. Et celui qui était à 100 mètres de la situation se passait des phénomènes n'avait même pas l'information. Oui. Voilà, même les militaires eux-mêmes, quand on rentrait la nuit, 22h du matin, les CRS nous demandaient il y a quoi qui se passe au camp. Ça veut dire que même là, on peut comprendre. Il y a quelque chose qu'il faut saluer, c'est que ce soit RFI, France 24, BBC, ils ont touché le balai. On a pu, quand je me rappelle que quand on était le 30e matin, ils n'avaient pas de RFI, où ils tentaient d'expliquer. Donc ça veut dire même s'il y avait un flou, au moins reconnaissant qu'ils nous ont touchés directement, tenter de comprendre ce qui se passait. Et on a pu donner aussi notre version. Donc je pense que ça aussi c'est un élément qu'on peut ajouter. Et comment percevez-vous, vous, au niveau de la population locale, comment est perçu ce changement, cette révolution? Est-ce que la population locale, donc vos familles que vous côtoyez, a conscience des implications et des enjeux futurs pour le pays? J'étais avec ma soeur tout à l'heure. Elle s'inquiétait un peu. Elle dit, mais bon, qu'elle entend que les gens se plaignent. Est-ce que d'ici là, les gens ne vont pas dire ah, c'était mieux sous Blaise? Je lui ai dit, bon, quand même, ça fait 2 mois seulement qu'il est parti. Même si c'est dur, mais bon, sous Blaise, c'était pas mieux. En 2 mois, ne vous attendez pas à miracle. Non, tout ça pour dire que les attentes étaient tellement profondes que le changement qui est attendu et qui met du temps à se mettre en place et qui, ça c'est nous qui le savons, qui va prendre beaucoup de temps à se concrétiser, ben bon, ça risque à terme de faire déchanter beaucoup de nos... Cette période de transition. Même si par ailleurs, tout le monde est content que Blaise soit parti. Ouais. On attend juste que le système soit démantelé. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Les gens sont contents, mais on peut ajouter qu'il y a tellement d'attentes et ça se traduit avec ce qu'on voit sur le Juste pour préciser la question, dans le peuple, il y a quand même peut-être une dichotomie entre ceux de la ville et ceux de la brousse profonde, qui ne voient peut-être pas la même chose, qui perçoivent peut-être pas la même chose. Oui, naturellement. Bon, et c'est vrai qu'avec l'effet de foule, je vais dire, l'insurrection a concerné tout le pays. Mais c'est vrai que dans beaucoup de contrées, certainement, il y en a qui savent
on a fait partie le président, mais qu'est-ce que cela implique? Bon, peut-être que ça... La seule chose que les gens retiennent, et ça c'est très important, c'est qu'on a fait partie le président parce qu'il voulait changer la constitution, donc les règles du jeu. Et pour nous, ça c'est très important, parce que ça permet de montrer en même temps l'importance de la constitution. Parce que si les gens savent tout simplement qu'on a fait partie le président parce qu'il voulait changer la constitution, pour nous ça c'est déjà très bien et c'est d'ailleurs la meilleure université qui puisse exister. Et ce qui est monnaie courante, c'est que plus rien ne sera comme avant. Donc ça veut dire que partout, que ce soit dans l'administration, un peu partout, vous sentez que les gens veulent quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, quand vous prenez des manifestations, de plus en plus les gens appellent parce qu'ils veulent se faire sauter, soit les directeurs, faire sauter les patrons, même, je pense que c'est Filsa, en gros, c'est le patron lui-même, c'est pour lui, on veut le faire partie des entreprises parce qu'on estime qu'il ne gère pas bien. Donc ça veut dire dans la conscience collective aujourd'hui, on a le patron, le dirigeant qui est parti, qui pille les ressources. Donc tous ceux qui se comportent comme lui doivent partir. C'est pour cela que vous voyez, si vous voyez à la tête d'un système, s'il y a quelqu'un qui a volé, qui a pillé, qui a menti, on voudrait qu'il parte, que ce soit son entreprise ou pas. Mais je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental. Une moralisation. Voilà déjà. Donc nous pensons que déjà cet esprit-là est ancré dans la masse. Maintenant, cette transformation, comment est-ce qu'elle va se mettre, comment la canaliser, je pense que ce sera la prochaine étape. Juste pour ajouter, comme j'ai la chance d'aller régulièrement au village, contrairement à certains. Est-ce qu'il n'y a pas de dichotomie entre les gens de la campagne et ceux de la ville? En fait, bon, j'ai des parents un peu au nord. Voilà. Eux, en tout cas pour certains à qui j'ai eu, avec lesquels j'ai échangé, pour eux, le fait même que Blaise Compaoré, celui qui a tué Thomas Sankara, est parti. Ils sont soulagés. Ça leur suffit. Bon, l'histoire de constitution, donc ça c'est complet. Mais le fait que ces messieurs-là, ils sont partis là, ils sont déjà contents. Une dernière chose quand même, il n'y a pas cette famille au Burkina Faso qui n'a pas eu un problème avec le foncier. C'est-à-dire des parcelles pour construire des habitations ou des terres cultivables qui ont été récupérées au village. Et tout le monde sait que ça, c'est la marque de fabrique du régime de Blaise Compaoré. Donc déjà, il y a une grosse attente à ce niveau. Et je peux dire que, quoi qu'il en soit, toute la population burkinabé, eu égard au point que je viens d'évoquer là, est dans l'attente, est soulagée et espère qu'au moins sur ce plan-là, il y aura des avancées. Le gouvernement de transition, les gens ont refusé un ministre qui est parti 39 heures après sa nomination. Donc c'est pour dire que le peuple a vraiment conscience de... Tout le monde se disait que le jour que celui-là allait quitter le pouvoir, c'était la fin du monde. Bon, pour vous dire à quel point, pas le jour qu'il meurt, le jour qu'il quitte le pouvoir, c'est la fin du monde, pas la fin du Burkina, la fin du monde entier. Pour vous dire à quel point, donc pour elle, le faire partir, c'est une forme de démystification aussi. Il est plus Vous pensez qu'il y a une ou plusieurs personnes qui sont capables actuellement ou dans le futur, qui seront capables d'incarner justement, vous avez évoqué Thomas Sankara, mais donc une figure aussi forte et aussi charismatique que Thomas Sankara? Il y a quelques années, je crois 5 ans, le CGD avait envisagé de faire un sondage. La question c'était quels sont les jeunes qui peuvent incarner l'avenir en termes de direction du pays dans 5-10 ans. Tout était fait prêt. Et après, il y a des conseils qui ont dit arrêtez ça. Parce que les 3 premiers là, soyez sûrs que Blaise va en finir avec eux. Donc c'est pour dire que, et c'est vrai, on était arrivé à un contexte où franchement, c'était très compliqué sur tous les plans pour les talents, en tout cas qui peuvent s'opposer, d'éclore et puis de grandir. Donc, sans doute, il y en aura. Le Burkina est un pays de... Voilà, on a dit, moi j'aimais toujours, pendant longtemps, la qualité de ce pays, c'était les ressources humaines. C'est vrai qu'avec ce système, on a entre griffes tué les ressources humaines, mais il y en a toujours. Donc, forcément... Il y a un gros potentiel. Il y a un potentiel.
quelle est la grille d'analyse d'un projet de société d'un candidat. Donc on a tous besoin qu'il y ait une autre façon de faire du développement, qu'on change les politiques publiques dans ce pays. Donc ça, c'est à faire connaître par les populations pour qu'elles puissent librement choisir, savoir à partir de quoi je choisis un candidat. Sankara a été une icône, une belle image qu'on peut promener dans toute l'Afrique et même au niveau international pour montrer ce degré de patriotisme, cette appréciation noble de la chose publique, mais de la chose politique et tout. Mais au-delà de tout, le travail que nous faisons nous en tant que balai citoyen, c'est déjà, comme l'a dit Soul et certainement Kamaro au départ, c'est de créer dans les consciences la possibilité pour chacun de se responsabiliser et surtout d'apprécier. Et si on a des milliers de Sankara comme ça qui savent apprécier et qui savent donner de la direction à un certain nombre de choses et de clauses politiques, c'est déjà de gagner. Et si on a réussi déjà à changer cet ordre-là en déboulonnant un dictateur, parce qu'il faut avoir clairement à l'esprit que ce que nous devons faire au Burkina est peut-être valable pour le Burkina, mais aussi valable pour les autres pays. Parce que le contexte prêtait à ça. Le Burkina était le premier pays sur 6 ou 7 pays qui allaient se lancer dans ces modifications de la Constitution. Et si on avait manqué le pari du bout de Ouaga, certainement que à côté de nous, à Lomé, ça allait être plus facile pour certaines personnes. Mais aujourd'hui, les présidents ou les dictateurs africains de l'autre côté réfléchissent par 2 fois avant de dire j'y vais ou j'y vais pas. Et même il y a certains qui ont déclaré déjà forfait. Le président béninois a dit il n'est pas fou pour modifier la constitution au Bénin. Donc c'est déjà un de gagner. Des milliers de Sankara naîtront et certainement qu'ils apporteront leur contribution. Mais on n'aura peut-être pas des typiques Sankara comme on l'aurait espéré dans les années 83-87. Peut-être pour compléter, je dois dire aussi que nous, on pense que plus les jeunes vont être actifs, engagés, que ce soit dans la société civile, que ce soit au plan local, que ce soit dans les partis politiques, plus ça va faire en sorte qu'on aura des dirigeants de qualité, parce que de toute façon, ils n'ont pas de choix. Donc ça, c'est important de faire en sorte que nous disons aux jeunes, on dit, de toute façon, les hommes politiques, les élus et autres, ce sont vos employés. Donc il faut développer cette mentalité dans l'esprit des gens. Ils travaillent pour nous. Donc c'est à lui de rendre compte. Ce n'est plus notre chef, ce n'est pas notre Naba, ce n'est pas ça. Donc c'est l'inverse. Et à partir de ce moment-là, si vous avez un employé, il doit bien faire son travail. Et vous êtes là pour faire en sorte qu'il fasse bien son travail. Sinon, vous le licenciez. Donc voilà un peu. Il faut changer la manière de présenter les choses et de voir des choses. Comme ça, on a forcément des dirigeants de qualité. En tant que société civile, pour le moment, nous pensons qu'il faut reprendre là où Sankara avait laissé. Parce que dans nos lectures et dans nos échanges avec certains collaborateurs de Sankara, je pense qu'en 1987, il travaille surtout à la structuration, à la mise en place d'une organisation d'avant-garde pour la révolution. Ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire parce que bon, les CDR ont été vite créés dans tous les villages, tous les secteurs et on a vu un peu les dérives par manque de conscience politique ou bien de formation. Mais nous commençons par la base et on va progresser au fur et à mesure. Nous ne cherchons pas un Sankara. Nous ne sommes plus au stade de leadership individuel. Nous voulons un leadership collectif. Les gens réellement bien organisés, bien structurés, qui peuvent impulser quelque chose et qui peuvent réellement obliger peut-être les politiques à le faire. On a vu par exemple en Bolivie ou bien au Venezuela, quand ils ont fait le coup d'État à Chavez, c'est les populations qui sont mobilisées pour remettre le pouvoir à Chavez qui était en prison. Mais c'est quoi qu'on n'a pas eu en 1987 ici? Parce que Sankara n'a pas eu le temps de bien structurer la révolution. Mais nous, peut-être aujourd'hui, on a là cette Nous sommes en train de faire un maillage du territoire burkinabé. On espère d'ici la fin de la transition que le balai citoyen va couvrir grâce au club civil, grâce aux sections, grâce aux coordinations régionales, toutes les régions, c'est-à-dire mettre en place des cellules de base au sein desquelles on va dire, la vision, le cibalisme va être diffusé. Et le contenu ne va pas diverger de notre vision, de nos missions, des objectifs qui sont inscrits dans notre charte, parce que quand même le mouvement a été créé à partir d'une charte. Et je
ne sais pas si la question consiste à vous donner dans le détail le plan d'action qui va sous-tendre. Voilà. Donc je pense que déjà ce déploiement à la base là peut servir donc de levier pour que les consciences de nos populations soient à un niveau suffisant pour comprendre. Le contact direct qu'on a avec la population là, tous les week-ends, tous les 2 week-ends, qui nous permet de passer, de former les camarades qu'on rencontre sur le terrain, de leur passer un certain nombre d'informations qui pour nous est un canal assez intéressant pour mobiliser de façon continue les populations autour des causes concernant la vie de la nation. Et déjà, je crois qu'il y a un message fort qu'on a envoyé. On a refusé d'intégrer les organes de la transition, on a refusé d'aller à l'assaut. Et tous ceux qui y sont commencent à être discrédités. Et c'est nous plutôt qui montons dans l'estime des populations.